Et Notre invité café ce matin et votre question au 31 9000. Notre invité café, bien 2020, les enjeux pour le spatial en Guyane. Jean-Yves Le Gall, le président du Centre national d'études spatiales, est notre invité ce matin, Franck. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Avant d'aborder 2020, une année ô combien importante pour le spatial européen, retour sur 2019. L'année s'est achevée avec un soulagement pour le CNES notamment. Les ministres européens ont accordé près de 15 milliards d'euros de budget sur 5 ans. C'est un record. Vous en demandiez environ 12 milliards et demi. Et cela signifie plusieurs choses. En premier lieu, des travaux de modernisation du centre spatial guyanais qui vont pouvoir se faire, en tout cas en toute quiétude. C'est ce que vous allez nous dire. Oui, bien sûr, le CNES avait poussé très très fort pour que l'Europe décide de rénover le CSG, parce que vous le savez, j'ai l'habitude de le dire depuis longtemps, le CSG est l'un des principaux actifs du spatial européen, mais le CSG commence un peu à vieillir, comme tout un chacun, et donc là nous avons décidé un très important programme de rénovation, il y en a pour plus de 250 millions d'euros, les travaux vont commencer, et on va avoir un CSG flambant neuf, et donc ça c'est très important. Il va ressembler à quoi ? Quelles seront les infrastructures Vous modernisées ? savez, il va y avoir d'abord des bâtiments qui vont être remis à niveau et puis des moyens techniques qui commencent un peu à dater, qui vont être changés, remplacés. Donc je ne sais pas si ça sera très spectaculaire, mais dans la vie quotidienne, ça sera très important. Et puis ça va faire quand même beaucoup d'investissements dans les mois qui viennent pour la Guyane. Olivier Damon. Alors justement, au-delà de ces investissements, est-ce que ce soutien, quelque part, vous rassure, compte tenu du contexte économique actuel ? Vous savez, je dirais que je n'ai pas besoin d'être rassuré parce que je ne suis pas inquiet, mais il est clair qu'il y a un mouvement dans le spatial avec une compétition qui est arrivée ces derniers temps, mais il est clair aussi que l'Europe a toujours su se rassembler pour réagir. Donc il y a quelques années, nous avions poussé très vite à la décision sur Ariane 6. Ariane 6 a été décidé. Ariane 6 va faire bientôt son premier lancement. Vega C complète la gamme. Il y a des investissements ici. On prépare l'avenir. Donc il y a une activité qui est quand même assez foisonnante et avec des budgets qui, c'est ça qui est peut-être le plus important, ont fait l'objet d'une approbation unanime lors de cette conférence de l'Agence spatiale européenne à Séville. 14,4 milliards d'euros, c'est énorme par les temps qui courent. Et je dirais que c'est un peu la sanction, finalement, la récompense des succès qu'on rencontre ici. Parce que, sans vouloir être désobligeant, mais les ministres chargés de l'espace des 22 pays membres, qu'est-ce qu'ils voient du spatial ? Ils voient des fusées qui décollent en Guyane, ils voient que ça marche bien, et donc ça leur donne envie de mettre plus d'argent, et c'est ce qu'ils ont fait à Séville. Avec cet investissement également, il sera possible d'accélérer les cadences de tir. Ça tombe bien, Ariane 6 et Vega C, vous venez d'en parler, arrivent cette année. Oui, bien sûr, on va avoir des lanceurs qui seront mieux adaptés au marché et qui donc seront peut-être plus versatiles et permettront de s'adapter aux conditions du marché qui, elles, évoluent. Mais là encore, on s'est organisé pour faire face à cette évolution. C'est-à-dire qu'on pourra réaliser des missions plus souvent, au sein même d'un mois, des missions plus par exemple, souvent, avec des campagnes de lancement qui seront plus courtes. Et ça, c'est un point sur lequel a beaucoup insisté. Aujourd'hui, une campagne de lancement d'Ariane 5, c'est près d'un mois. Là, sur Ariane 6, on sera à 8 ou 9 jours. Donc, ça permettra d'enchaîner des lancements de façon plus flexible. Et donc, in fine, un système spatial européen qui est mieux dimensionné et une base spatiale qui sera encore plus efficace que ce qu'elle est aujourd'hui. Et des personnels ici au CSG qui sont déjà préparés à ces changements éventuels de cadence ? Je dirais que les personnels au CSG, moi, je les vois souvent, je vais encore les voir aujourd'hui. Ce qui me frappe, c'est quand même leur enthousiasme parce qu'ils considèrent qu'ils ont la chance de faire un métier particulièrement intéressant, avec toujours cette décharge d'adrénaline au moment d'un lancement. Alors, c'est parfois très demandant. Il faut travailler des week-ends, il faut engager des nuits, mais globalement, je crois que nous avons la chance d'avoir au CSG des gens qui sont très compétents, très efficaces, très motivés, et donc, in fine, c'est la clé du succès. Alors cet investissement était nécessaire également pour réaliser des économies à plus long terme. Est-ce que vous pouvez expliquer, puisque c'est aussi l'un des fers de lance de la future Ariane 6, c'est de réaliser des vols moins coûteux? Oui, bien sûr, c'est parce qu'on va avoir moins de maintenance à effectuer, on fera de la maintenance préventive, on va avoir des systèmes qui seront embarqués et qui nécessiteront peut-être moins de travail sur des stations au sol ailleurs qu'en Guyane. Et donc globalement, un système qui est de plus en plus moderne, mais finalement, c'est ce qui se passe un peu partout dans le
monde. On voit des lanceurs qui sont apparus en 10 ans. Le paysage des lanceurs a été totalement bouleversé et l'Europe a pris les premières décisions qui allaient bien, je le rappelle, à l'initiative du CNES, à la conférence de Luxembourg en 2014. Et 5 ans plus tard, eh bien, on a continué et on va continuer à avoir un CSG qui marche et qui marche bien. Alors peut-être pour se démarquer de la concurrence aussi avec le vote du budget à Séville, on sait que le spatial européen va se consacrer à plus de missions institutionnelles. C'est une manière justement de se démarquer des États-Unis avec SpaceX ou de la Chine par exemple? Oui, bien sûr, à Séville, les lanceurs ont été un sujet important, mais ça n'a pas été le seul. On a mis beaucoup d'argent sur le climat, le programme Copernicus, qui a été sursouscrit à 125%, ce qui veut dire que l'Agence spatiale européenne demandait 100 millions et les États membres ont mis 125 millions. C'est tout à fait inhabituel parce qu'il y a cet enjeu climatique qui est présent pour tout le monde et donc tout le monde veut travailler sur le climat. Sur l'exploration aussi, vous le savez, il y a ce programme lunaire qui a été lancé par le président Trump aux États-Unis et l'Europe a toute sa place à y jouer parce que ce programme s'inscrit dans la suite de la Station spatiale internationale. La Station spatiale, la Guyane, a joué un rôle très important puisque le centre spatial guyanais faisait partie de la cour des grands, c'est-à-dire c'était l'un des rares spatioports qui permettait d'accéder à la station avec le lancement de l'ATV. Nous avons lancé 5 ATV, le module Columbus sur la station et donc là, on va continuer. On verra si Ariane 6 un jour va sur des missions d'exploration vers la Lune ou ailleurs. Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle aventure spatiale qui commence dans laquelle l'Europe prend sa place. Et je crois qu'au lendemain de Séville, eh bien, on peut dire que l'Europe est le numéro 2 mondial. C'est vrai que les Chinois lancent plus que nous, mais c'est vrai qu'ils lancent plus que nous parce que parfois leurs satellites durent significativement moins longtemps que les nôtres. Et l'Europe est le numéro 2 mondial. Et en Europe, la France est le numéro 1 européen. Alors justement, est-ce que ça veut dire que l'idée, c'est de dire que la concurrence, c'est pas forcément de faire ce que fait la même chose que les autres, c'est de faire différemment, faire autre chose, se positionner sur d'autres créneaux? Vous savez, je crois qu'on n'a jamais intérêt à être suiviste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tirer les enseignements de ce qui se passe ailleurs. Mais aujourd'hui, on a un programme spatial européen qui a une signature, à mon avis, qui peut se décliner sur 3 points. Le premier, c'est sa diversité. Nous touchons à peu près à tous les secteurs de la conquête spatiale, les lanceurs, les télécommunications, l'observation, l'exploration. Deuxième aspect, c'est l'efficacité. Moi, je suis frappé quand je visite d'autres ensembles de lancement, d'autres sites industriels partout dans le monde, de voir à quel point nous sommes efficaces en Europe. On dit que les États-Unis ont un budget très important, très supérieur au nôtre, mais je pense que pour 1 euro investi, on fait beaucoup mieux en Europe et beaucoup plus que pour 1 dollar investi aux États-Unis. Le troisième aspect, c'est cette capacité à coopérer. L'Europe, c'est 22 États membres. Si on met la Commission européenne, qui est de plus en plus active dans le secteur, c'est 27 États membres. Et le fait que tous ces gens se mettent autour d'une table et qu'on arrive à les faire travailler ensemble et que ici, ce qui se passe, eh bien, c'est le point d'arrivée d'un processus qui s'est démarré partout en Europe, dans 27 États membres. Eh bien, c'est ça aussi une des caractéristiques de l'Europe. Et d'ailleurs, je suis frappé de voir qu'un peu partout se créent dans le monde de nouvelles agences spatiales, agence spatiale asiatique, agence spatiale africaine et autres. Partout, on vient nous demander en Europe quelle est la clé du succès, comment faites-vous pour coopérer, comment faites-vous pour être efficace et en 2 mots, comment faites-vous pour réussir. Une coopération qui marche aussi parce qu'il a fallu pousser les États européens à prioriser les lancements avec tout le système européen, donc Arianespace, le CNES, est lancé si possible ici en Europe. L'Allemagne n'était pas forcément partante au début. Vous savez, je crois que là aussi, il faut faire la part des choses. Il n'y avait pas une volonté en Allemagne d'aller lancer ailleurs, mais on a expliqué, in fine, donc il y a cet engagement, c'est très très bien. Mais je crois que tous les pays européens sont très fiers d'avoir un programme spatial du meilleur niveau mondial, et tous les pays européens sont très heureux de voir que le centre d'accès à l'espace, c'est le centre spatial guyanais. Je dis toujours que c'est l'actif principal du programme spatial européen, mais ce que je constate, c'est que à la fois les décisions qui ont été prises ces derniers mois et le calendrier de lancement que nous avons devant nous, le montrent de façon très claire. En 2020 également, le CNES va participer à 4 missions martiennes. Est-ce qu'elles vont débuter en Guyane, ces missions ? Malheureusement, elles ne partiront pas de la Guyane, mais je n'espère pas qu'un jour nous lancions vers Mars. Le fait que nous soyons dans différentes missions martiennes, c'est là aussi la reconnaissance de l'expérience
l'excellence du programme scientifique français, parce que ce sont des missions où il y a des appels à idées et les scientifiques font des propositions et les propositions les plus pertinentes sont retenues. Et je crois qu'il faut vraiment s'enorgueillir de voir que sur Mars 2020, par exemple, le rover de la NASA qui va partir le 16 juillet vers Mars, eh bien l'instrument principal qui va analyser le sol de Mars, c'est la caméra SuperCam qui est développée au CNES à Toulouse. Sur ExoMars, qui va être là aussi un petit rover lancé par l'ESA avec le soutien de la Russie, nous lancerons en juillet, cette fois-ci depuis Baïkonour, eh bien, nombre d'instruments scientifiques sont développés par les laboratoires français. Nous avons une coopération aussi avec la Chine, avec les Émirats arabes unis. Donc c'est un peu là aussi la reconnaissance de l'excellence scientifique française. Enfin, on va bien sûr parler d'Ariane 6 avant de se quitter. C'est l'un des grands rendez-vous attendus cette année. Là, ça se passera bien en Guyane. Comment vous anticipez-vous ce moment ? Vous avez assisté ici, alors, avec d'autres fonctions, aux premières Soyouz. Vous avez suivi très longuement aussi Ariane 5 ici. C'est ce nouveau lanceur, qu'est-ce qu'il va représenter pour le CNES et puis la Guyane ? Si vous voulez, ce nouveau lanceur, c'est la suite. On a fêté au mois de décembre le 40e anniversaire du premier lancement d'Ariane et le 250e lancement d'Ariane. Je peux vous dire que lors du premier lancement d'Ariane, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui imaginait que 40 ans plus tard, on en aurait lancé 250. Bon, alors l'aventure se poursuit. Aujourd'hui, Ariane 6, le programme de développement avance bien. Le LA4 est pratiquement terminé, donc c'est l'ensemble de lancements spécifiques qu'on a construit en Guyane. Les essais combinés où on va mettre ensemble le segment sol et le lanceur vont commencer à la mi-année avec un objectif de lancer le plus rapidement possible. Et ensuite, Ariane 6 reprendra le relais d'Ariane 5, un lanceur plus performant, moins coûteux et qui permettra de toujours être très présent sur le marché comme nous l'avons été depuis près de 40 ans avec Ariane. Mais en parallèle, nous préparons aussi l'avenir. Dès qu'on aura fait le premier lancement d'Ariane 6, eh bien, on parlera du premier lancement de Callisto qui sera un petit étage, un démonstrateur de petit étage récupérable qu'on va lancer depuis le CSG, qui ira faire quelques cabrioles à 20 km d'altitude et puis qui reviendra se poser pour que là aussi, comme je le disais tout à l'heure, nous voulons avoir toutes les technologies dans notre panoplie, eh bien pour que nous sachions là aussi faire du récupérable et peut-être à terme du réutilisable. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.